Quand la mémoire s'éteint peu à peu, certains destins d'acteurs deviennent plus troublants qu'on ne l'imagine. Derrière les sourires de cinéma, 15 figures adorées ont vu leur esprit se dérober, laissant des secrets, des silences et des adieux invisibles. Restez jusqu'à la fin, une révélation inattendue vous attend. Numéro 1. Sean Connery. C'est arrivé le 31 octobre 2020, dans la discrétion d'un matin chaud aux Bahamas, lorsque les journaux ont confirmé que l'icône écossaise s'était éteinte après de longues années à vivre avec une démence de type Alzheimer. La nouvelle a traversé l'Europe comme un souffle lourd, et en France, où son image était si familière, beaucoup ont ressenti ce départ comme la fin d'un chapitre essentiel du cinéma mondial. Il avait bâti une carrière unique, portée par une présence profonde, une voix immédiatement reconnaissable et une élégance sans effort. Son incarnation de James Bond dans plusieurs films demeurait la référence absolue du personnage pour des générations de spectateurs français. Ses rôles dans Les Incorruptibles, Au nom de la rose ou encore Indiana Jones et la dernière croisade avaient consolidé son statut de géant. Il n'était pas seulement une vedette, mais un archétype, une figure qui marquait l'imaginaire collectif par son mélange d'autorité naturelle et de charme distant. Sa vie personnelle avait été façonnée par une enfance modeste dans les quartiers ouvriers d'Édimbourg. Avant le cinéma, il avait été marin, maçon, bodybuilder, enchaînant les métiers physiques pour survivre. Cette résistance forgée très tôt avait nourri son style d'interprétation, solide et brut, toujours ancré dans une vérité humaine. L'expérience militaire, la dureté du travail manuel et l'ambition née de la pauvreté avaient façonné un homme déterminé, indépendant et parfois farouche, mais profondément engagé dans son art. Les premières atteintes à sa mémoire étaient apparues bien avant l'annonce de sa disparition, modifiant peu à peu sa présence publique. Les proches évoquaient un homme qui se retirait du monde, cherchant la paix et la simplicité auprès de sa famille. Les interviews s'étaient arrêtées, les apparitions s'étaient espacées, et l'ancienne énergie presque royale qu'il dégageait s'était lentement transformée en une fragilité silencieuse. Le contraste entre le héros de l'écran et l'homme vieillissant touchait profondément ceux qui l'avaient admiré toute leur vie. Lorsque la nouvelle de son départ a été relayée, le monde du cinéma a exprimé une émotion immense. Les journaux français ont célébré la mémoire d'un acteur qui avait traversé les décennies avec une stature incomparable. Les cinéastes, les critiques et le public ont rendu hommage à un homme dont la carrière avait façonné la culture populaire. Son héritage demeure intact, immense, comme une preuve que certaines légendes ne disparaissent jamais vraiment. Numéro 2. Annie Girardot. C'est arrivé le 28 février 2011, en début d'après-midi, lorsque les médias français ont annoncé que l'actrice s'était éteinte à Paris après de longues années marquées par la maladie d'Alzheimer. La nouvelle a plongé le pays dans une émotion vive, car son visage, sa voix et sa manière de jouer faisaient partie de la mémoire commune de plusieurs générations de spectateurs français. Elle avait bâti une carrière exceptionnelle, devenant l'une des figures féminines les plus respectées du cinéma français. Son rôle dans Dr Françoise Gaillan lui avait valu un César, tout comme sa performance bouleversante dans Les Misérables ou encore son irrésistible présence dans Rocco et ses frères. Elle incarnait des femmes fortes, fragiles, passionnées, entièrement humaines, et c'est cette sincérité absolue qui l'avait élevée au rang d'icône. Pour le public français, elle représentait l'émotion brute, la vérité sans artifice, une actrice capable de toucher sans jamais forcer. Son parcours personnel avait été marqué par des défis intimes et des épreuves qui avaient façonné son tempérament intense. Une jeunesse solitaire, des débuts difficiles au conservatoire, un amour prolongé pour la scène avant d'être enfin reconnue au cinéma, elle avait connu des triomphes éclatants mais aussi des périodes plus sombres où les rôles se faisaient rares. Son retour triomphal dans les années 80 grâce à des réalisateurs qui croyaient encore en elle avait été vécu comme une renaissance. Cette trajectoire remplie de hauts et de bas avait nourri son jeu d'une profondeur rare. Les premiers signes de la maladie étaient apparus bien avant que le public ne s'en rende compte. Sur les plateaux, elle avait commencé à oublier quelques répliques, puis les trous de mémoire étaient devenus plus fréquents. Elle continuait pourtant à travailler, portée par une volonté farouche, jusqu'à ce que ses proches décident de la protéger. Les dernières années avaient été marquées par le retrait, la discrétion, et un cocon familial qui tentait de préserver sa dignité face à une maladie qui effaçait lentement ce que la France admirait tant en elle. Lorsque sa disparition a été annoncée, les réactions ont été immenses. Les journaux ont salué une actrice qui avait donné au cinéma français quelques-unes de ses émotions les plus profondes. Les cinéastes, les acteurs et les spectateurs ont rappelé combien elle avait marqué leur vie. Son héritage reste celui d'une femme libre, passionnée, dont l'art continue de résonner bien au-delà du temps. Merci de partager vos souvenirs et vos impressions dans les commentaires. Numéro 3. Rita Hayworth. C'est arrivé le 14 mai 1987, dans un calme douloureux à New York, lorsque les journaux américains ont confirmé que la star s'était éteinte après de longues années marquées par la maladie d'Alzheimer. La nouvelle a rapidement traversé l'Atlantique et, en France,
Les cinéphiles ont ressenti ce départ comme celui d'une légende dont le visage avait illuminé les écrans durant des décennies. Elle s'était imposée comme l'une des plus grandes icônes du cinéma classique grâce à une présence magnétique et une élégance rare. Son rôle dans Gilda restait gravé dans l'histoire comme l'une des performances les plus marquantes du film noir. Les spectateurs français la connaissaient aussi pour La Dame de Shanghai, où son charisme contrastait avec une fragilité profondément humaine. Elle n'était pas seulement une actrice, mais une figure culturelle, une image devenue intemporelle, symbole de glamour, de grâce et d'une mélancolie secrète qui traversait chacun de ses personnages. Son existence réelle avait été bien plus tourmentée que son image lisse de star hollywoodienne. Née dans une famille de danseurs, elle avait grandi au rythme des tournées, entre les performances, les espoirs et les sacrifices. Sa jeunesse avait été marquée par des pressions familiales, des exigences professionnelles très précoces et des relations complexes avec les studios. Derrière les projecteurs, elle se battait pour conserver son autonomie, lutter contre des obstacles personnels et préserver une identité souvent absorbée par les attentes du public et de l'industrie. Les premiers signes de la maladie étaient apparus bien avant qu'elle ne cesse de travailler. Oubli répété, difficulté à mémoriser les scènes, moments de confusion grandissante. Beaucoup de proches avaient d'abord attribué ces changements à la fatigue ou au stress, avant que les médecins ne confirment une atteinte neurologique. Les dernières années avaient été rythmées par les soins constants de sa fille, qui avait veillé à lui offrir douceur et protection. La star qui avait autrefois dominé les plateaux vivait alors dans un univers plus restreint, retiré des lumières, entouré d'affection. Lorsque son départ fut annoncé, le monde du cinéma rendit hommage à une artiste dont le talent avait dépassé les frontières. Les critiques français rappelèrent son influence durable sur le film noir, sur l'esthétique du glamour et sur des générations d'actrices inspirées par son style unique. Son héritage reste immense, porté par des images qui continuent d'émouvoir et par une aura qui ne s'effacera jamais. Numéro 4, Gene Hackman. C'est arrivé le 29 juin 2025, dans la tranquillité de son domicile au Nouveau-Mexique, lorsque les autorités locales ont confirmé que l'acteur s'était éteint à la suite d'un problème cardiaque aggravé par une maladie d'Alzheimer avancée. La nouvelle est parvenue en France quelques heures plus tard, provoquant une onde de tristesse chez les admirateurs de ce visage familier du cinéma américain. Il avait bâti une carrière monumentale, traversant plusieurs générations de spectateurs grâce à un jeu puissant et nuancé. Son interprétation dans French Connection lui avait valu une reconnaissance internationale et le statut d'acteur incontournable. Les Français appréciaient également son rôle dans Impitoyable, film couronné par les Oscars, ainsi que ses prestations dans Superman ou La Firme. Il appartenait à ces artistes capables de disparaître derrière leurs personnages, transformant chaque scène en moment de vérité. Sa présence à l'écran, à la fois solide et subtile, avait fait de lui une figure majeure du 7e art. Sa vie personnelle avait débuté loin des plateaux de cinéma. Né dans une famille modeste, il avait rejoint les Marines très jeune avant de tenter sa chance dans le théâtre. Les années d'apprentissage avaient été longues et difficiles, marquées par des échecs répétés, mais aussi par une détermination inébranlable. Il avait construit son identité artistique dans la persévérance, tout en portant les traces d'une enfance parfois rude. Cette combinaison de force intérieure et de sensibilité contenue transparaissait dans chacun de ses rôles. Les signes de la maladie étaient apparus bien avant l'annonce officielle. Progressivement, la mémoire s'effritait, les repères devenaient instables et les apparitions publiques s'étaient faites de plus en plus rares. Les proches évoquaient un homme autrefois énergique et rigoureux, désormais plus silencieux, cherchant refuge dans une vie calme et entourée. Cette lente transformation avait profondément touché ceux qui connaissaient sa discipline légendaire et son attachement au travail bien fait. Le retrait définitif du cinéma avait été vécu comme une étape douloureuse mais inévitable. Lorsque la nouvelle de sa disparition fut publiée, les réactions furent nombreuses. Les réalisateurs, les acteurs et les critiques du monde entier célébrèrent un artiste dont les performances avaient façonné des décennies de cinéma. En France, les hommages soulignèrent sa capacité unique à incarner des personnages complexes, souvent tourmentés mais profondément humains. Son héritage demeure immense, porté par une filmographie qui continue d'inspirer et par la trace indélébile qu'il a laissée dans la mémoire des spectateurs. Numéro 5, Peter Falk. C'est arrivé le 23 juin 2011, en fin de journée à son domicile de Beverly Hills, lorsque les journaux américains ont annoncé que l'acteur s'était éteint après de longues années marquées par une maladie d'Alzheimer sévère. La nouvelle a immédiatement touché le public français, qui voyait en lui un visage familier grâce au personnage de Columbo, figure incontournable de la télévision. Il s'était imposé comme l'un des acteurs les plus attachants de sa génération. Son interprétation de l'inspecteur en imperméable, au regard malicieux et aux répliques faussement hésitantes, avait construit un lien unique avec des millions de téléspectateurs en France. Loin de se limiter à son rôle culte, il avait également brillé dans Un château en enfer, Un nom pour la vérité ou encore Les ailes du désir de Wim Wenders. Son talent reposait sur une simplicité trompeuse,
une manière de jouer naturelle, presque improvisée, qui donnait à chacun de ses personnages une profondeur singulière. Sa vie avait été marquée dès l'enfance par une épreuve déterminante. Une tumeur à l'œil survenue très tôt l'avait contraint à porter une prothèse, façonnant son regard asymétrique devenu emblématique. Cette particularité, loin de l'handicaper, avait nourri son identité d'acteur. Avant de connaître la reconnaissance, il avait multiplié les petits rôles et les passages au théâtre, apprenant à transformer une fragilité personnelle en force artistique. Sa ténacité et son humour avaient forgé un parcours solide, fait de travail constant et d'une grande humilité. Les premiers signes de la maladie étaient apparus plusieurs années avant qu'il ne cesse d'agir publiquement. Les proches évoquaient des pertes de repères croissantes, des difficultés à se souvenir des détails du quotidien et une confusion de plus en plus fréquente. Son épouse et sa famille s'étaient mobilisés pour l'accompagner dans cette période délicate, offrant un cadre protecteur et discret. L'homme qui avait incarné un enquêteur brillant vivait désormais dans un univers réduit, rythmé par les soins et par une fragilité que le public ne pouvait qu'imaginer. Lorsque son départ fut annoncé, les réactions furent immédiates et profondes. Les chaînes françaises diffusèrent des épisodes de Columbo en hommage, rappelant combien ce personnage avait marqué la culture populaire. Les acteurs, les réalisateurs et les téléspectateurs exprimèrent une immense affection pour un artiste qui avait su toucher par sa sincérité et son humour. Son héritage reste vivace, porté par une œuvre qui continue d'émouvoir et par un personnage devenu légendaire dans la mémoire collective. Numéro 6, Charlton Heston. C'est arrivé le 5 avril 2008, tôt dans la soirée à son domicile de Beverly Hills, lorsque les médias américains ont annoncé que l'acteur s'était éteint après plusieurs années durant lesquelles il vivait avec une maladie d'Alzheimer déclarée publiquement. La nouvelle a rapidement trouvé un écho en France, où son nom restait associé aux plus grandes fresques du cinéma international. Il s'était imposé comme l'un des visages majeurs du cinéma hollywoodien grâce à une présence imposante et une capacité à porter des rôles devenus mythiques. Son interprétation inoubliable dans Ben-Hur lui avait valu une consécration mondiale et une admiration durable du public français. Les 10 commandements, La planète des singes et Soleil vert avaient renforcé ce statut de géant du 7e art, souvent choisi pour incarner des figures historiques ou morales. Son jeu puissant, à la fois intense et noble, avait fait de lui une référence dans le registre épique et dramatique. Son existence avait été profondément marquée par un parcours atypique. Né dans un milieu modeste, il avait découvert très tôt le théâtre scolaire avant de s'engager comme militaire pendant la guerre, expérience qui avait forgé son sens du devoir et sa discipline. Après le conflit, il avait gravi les échelons du théâtre puis du cinéma, souvent en luttant contre les incertitudes financières. Il avait également mené des engagements personnels forts, participant à des marches pour les droits civiques dans les années 60 et prenant des positions qui témoignaient d'un tempérament profondément impliqué dans la vie publique. Les premiers signes de la maladie étaient apparus discrètement, entraînant des difficultés à se souvenir de certains événements et à maintenir le rythme d'une vie publique intense. En 2002, il avait annoncé publiquement être atteint d'un trouble neurologique, geste rare et courageux pour un acteur de sa stature. Les années suivantes avaient été marquées par un retrait progressif, une vie centrée sur son foyer et un quotidien plus silencieux, entouré des soins et de l'attention de sa famille. L'homme qui avait incarné des héros monumentaux avançait désormais dans une fragilité qui contrastait avec son image à l'écran. Lorsque son décès fut annoncé, les hommages affluèrent du monde entier. La presse française rappela l'influence immense d'un acteur dont les rôles avaient façonné une partie de la culture cinématographique du XXe siècle. Les réalisateurs, les critiques et les spectateurs saluèrent une carrière exemplaire et une présence qui avait marqué de manière durable l'histoire du cinéma. Son héritage demeure vivant, porté par des films qui continuent d'émouvoir et par une stature artistique qui traverse le temps. Numéro 7, Gene Wilder. C'est arrivé le 29 août 2016, en fin d'après-midi à son domicile du Connecticut, lorsque sa famille a annoncé que l'acteur s'était éteint après plusieurs années durant lesquelles il vivait avec une maladie d'Alzheimer tenue à l'écart du public. La nouvelle a rapidement bouleversé les admirateurs français, qui voyaient en lui un visage unique du cinéma comique et poétique américain. Il avait construit une carrière remarquable grâce à une interprétation mêlant fantaisie, douceur et une forme de folie délicate. Son rôle de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie était devenu une référence culturelle, un mélange singulier de malice et de sensibilité. Les spectateurs français l'avaient également découvert dans Frankenstein Jr., Les producteurs et le shérif est en prison, œuvre culte réalisée en collaboration avec Mel Brooks. Sa capacité à exprimer une tendresse profonde tout en explorant des registres excentriques avait fait de lui un artiste à part, identifiable dès la première image. Son parcours personnel avait été marqué par des épreuves qui avaient sculpté son tempérament sensible et son humour teinté d'humanité. Né dans une famille modeste, il avait découvert très jeune l'importance du rire comme refuge face à la douleur, notamment lorsqu'il accompagnait sa mère malade.
Il avait suivi une formation théâtrale exigeante avant de rejoindre l'acteur studio, où il avait appris à transformer ses émotions en outils artistiques. Sa vie sentimentale, marquée par l'amour intense qui le liait à l'actrice Gilda Radner, avait également façonné son rapport à la comédie, souvent habité par une fragilité sincère. Les premiers signes de la maladie étaient apparus bien avant l'annonce de son décès. Selon ses proches, il avait commencé à éprouver des difficultés de mémoire, puis à se fatiguer plus rapidement lors de conversations ou de visites. Afin de préserver la magie que ces films représentaient pour les enfants, il avait choisi de garder son état de santé confidentiel. Les dernières années avaient été vécues dans la tranquillité, entouré de sa famille, de musique et d'un quotidien doux, loin des plateaux qu'il avait autrefois portés vers la célébrité. Lorsque son départ fut rendu public, les réactions furent nombreuses et profondément émues. Les journaux français saluèrent un acteur dont l'imaginaire avait marqué des générations, évoquant sa capacité rare à mêler absurdité et tendresse. Les cinéphiles rappelèrent combien chaque apparition de Gene Wilder semblait ouvrir une porte vers un univers plus léger, plus humain. Son héritage reste lumineux, porté par des œuvres qui continuent de toucher les spectateurs et par une sensibilité artistique qui demeure inoubliable. Numéro 8, Gena Rowlands. C'est arrivé le 27 mai 2024, dans la sérénité de sa maison de Los Angeles, lorsque les médias américains ont annoncé que l'actrice s'était éteinte après plus d'une décennie à vivre avec une maladie d'Alzheimer avancée. La nouvelle s'est répandue jusqu'en France, où son nom évoquait immédiatement le cinéma indépendant américain et les grandes collaborations avec John Cassavetes. Elle s'était imposée comme l'une des actrices les plus marquantes de son époque grâce à une intensité de jeu hors du commun. Sa performance dans Une femme sous influence était devenue légendaire, décrite comme l'une des plus profondes et réalistes jamais filmées. Les spectateurs français l'avaient aussi admirée dans Opening Night, Gloria et plus tard dans N'oublie jamais, où elle apportait à son rôle une sensibilité bouleversante. Elle représentait un art du jeu fondé sur la vérité émotionnelle, la vulnérabilité et une capacité rare à incarner des personnages complexes sans jamais les trahir. Sa vie avait été intimement liée au cinéma, façonnée par une jeunesse passée entre le théâtre, la danse et les premières expériences artistiques. Sa rencontre avec John Cassavetes avait transformé sa trajectoire, donnant naissance à un duo créatif unique. Leur collaboration, mêlant amour, travail et recherche d'une liberté artistique totale, avait marqué l'histoire du cinéma. Elle avait également connu les défis du métier, les doutes, les pressions, l'équilibre parfois fragile entre vie familiale et création. Ce mélange de force et de sensibilité avait nourri son style, lui permettant d'explorer des émotions que peu d'actrices osaient aborder. Les premiers signes de la maladie s'étaient manifestés progressivement, rendant plus difficiles les conversations, les souvenirs et la gestion du quotidien. Sa famille avait choisi de l'accompagner avec douceur, préservant autant que possible son intimité et son confort. Les années avaient apporté une lente transformation, un retrait discret de la vie publique et une dépendance croissante aux proches. L'actrice qui avait incarné tant de personnages riches en nuances avançait désormais dans un monde plus silencieux où les repères s'effaçaient peu à peu. Ce contraste avait profondément touché ceux qui l'avaient admirée pour sa lucidité artistique exceptionnelle. Lorsque sa disparition fut annoncée, les réactions furent nombreuses et sincères. Les cinéastes, les critiques et les spectateurs français rappelèrent l'importance de son œuvre et l'influence durable qu'elle avait exercée sur les acteurs contemporains. Les hommages soulignèrent une carrière guidée par la passion et l'authenticité. Son héritage demeure immense, porté par des films qui continuent d'émouvoir et par une sensibilité artistique qui traverse le temps sans perdre de sa force. Numéro 9, Jean-Pierre Marielle. C'est arrivé le 24 avril 2019, en fin de matinée à Paris, lorsque les communiqués officiels ont annoncé que l'acteur s'était éteint à la suite d'une infection survenue après plusieurs années marquées par une maladie d'Alzheimer progressive. La nouvelle a profondément touché le public français, tant son visage, sa voix et sa silhouette faisaient partie de l'histoire du cinéma national. Il s'était imposé comme l'un des géants du cinéma français grâce à une présence singulière, immédiatement reconnaissable. Sa voix grave, chaude et presque musicale était devenue une signature que les spectateurs associaient à une élégance teintée d'ironie. Il avait brillé dans Les Galettes de Pont-Aven, dans Tous les matins du monde ou encore dans Coup de torchon, incarnant tour à tour la sensualité, la mélancolie ou le burlesque. Sa faculté à mêler profondeur et légèreté en faisait un artiste rare, aimé pour sa liberté et pour une forme de douceur distante qui séduisait dès la première scène. Son existence avait été marquée par un parcours atypique. Après une jeunesse passée entre la Normandie et Paris, il avait intégré le conservatoire où il avait côtoyé les figures les plus marquantes de sa génération. Sa carrière n'avait pas toujours été simple, marquée par des périodes de doute, des refus et des choix audacieux. Il avait aussi vécu des blessures personnelles, dont la perte de proches et des épreuves qui avaient façonné sa sensibilité. Ces expériences avaient nourri son jeu, lui donnant cette profondeur mélancolique qui résonnait dans chacun de ses rôles.
Son humour discret et sa pudeur naturelle l'avaient également distingué dans un milieu souvent éclatant. Les signes de la maladie avaient commencé à apparaître plusieurs années avant sa disparition. Des oublis inhabituels, des difficultés à retrouver certains mots, puis une fatigue croissante avait peu à peu limité son activité. Sa famille avait choisi de l'accompagner dans un cocon de tendresse et de silence, préservant son intimité et sa dignité. L'acteur s'était progressivement éloigné des plateaux et des interviews, laissant derrière lui un vide que les admirateurs ressentaient déjà malgré l'absence d'annonce officielle. Son retrait du public avait été vécu comme une transition douce mais douloureuse. Lorsque sa disparition fut rendue publique, les hommages affluèrent de toute la France. Les réalisateurs, les acteurs et les institutions culturelles rappelèrent l'importance de son œuvre et l'empreinte qu'il avait laissée sur plusieurs générations. Les spectateurs évoquèrent une présence apaisante, un artiste qui savait toucher sans jamais forcer. Son héritage demeure profondément ancré dans la mémoire collective, porté par une filmographie riche et par une authenticité rare qui continue de vivre dans chaque image. Numéro 10. Robert Loggia. C'est arrivé le 4 décembre 2015, dans la tranquillité de son domicile à Los Angeles, lorsque les médias américains ont annoncé que l'acteur s'était éteint après plusieurs années durant lesquelles il vivait avec une maladie d'Alzheimer. La nouvelle a été relayée rapidement en France, où son visage restait étroitement associé à de nombreux films populaires qui avaient marqué plusieurs générations de spectateurs. Il s'était imposé comme l'un des seconds rôles les plus mémorables du cinéma américain, capable de transformer quelques minutes à l'écran en moments inoubliables. En France, il était particulièrement reconnu pour son rôle dans Scarface, où son interprétation intense avait contribué à l'aura culte du film. Les spectateurs français l'appréciaient également dans Big, où il participait à la célèbre scène du piano géant, ainsi que dans Independence Day, où il incarnait un général charismatique. Sa carrière prolifique, couvrant le cinéma, la télévision et le doublage, témoignait d'une polyvalence rare et d'une présence toujours solide à l'écran. Son parcours personnel avait été marqué par des origines modestes. Fils d'immigrés italiens, il avait grandi dans un quartier populaire et découvert le théâtre tardivement, presque par hasard. Avant d'atteindre la reconnaissance, il avait enchaîné les petits rôles, les auditions incertaines et les périodes d'instabilité financière. Cette enfance simple, alliée à une détermination profonde, avait forgé un acteur tenace, capable de puiser dans ses expériences intimes pour nourrir ses personnages. Sa voix grave, son regard pénétrant et son charisme naturel étaient devenus des outils qu'il maîtrisait avec une intensité qui fascinait les cinéastes. Les premiers signes de la maladie étaient apparus plusieurs années avant sa disparition, imposant un rythme de vie plus lent et un retrait progressif du monde professionnel. Les proches évoquaient un homme encore chaleureux, mais parfois perdu au milieu de souvenirs qui se brouillaient. Les tournages s'étaient arrêtés, les apparitions publiques s'étaient espacées, et l'acteur avait trouvé refuge dans un quotidien simple, entouré de sa famille et de soignants. La lente progression de la maladie avait profondément touché ceux qui l'avaient connu comme un artiste exigeant, toujours précis dans son travail et attentif à son entourage. Lorsque son départ fut annoncé, les réactions furent nombreuses. Les critiques et les réalisateurs rappelèrent son influence dans le cinéma américain, saluant un acteur capable de donner une âme profonde même aux rôles les plus courts. En France, les cinéphiles évoquèrent son importance dans les films devenus cultes, soulignant combien sa présence renforçait chaque scène. Son héritage demeure vivant, porté par des interprétations qui ont marqué durablement la mémoire des spectateurs et par une carrière exemplaire fondée sur la passion et la sincérité. Numéro 11. Steve Lawrence. C'est arrivé le 7 mars 2024, en début de journée dans un hôpital de Los Angeles, lorsque les communiqués officiels ont confirmé que le chanteur et acteur s'était éteint après plusieurs années durant lesquelles il vivait avec une maladie d'Alzheimer. La nouvelle a rapidement traversé l'Atlantique et touché le public français, qui connaissait son visage et sa voix grâce aux émissions de variétés américaines et à ses apparitions dans plusieurs films populaires. Il s'était imposé comme l'un des artistes les plus polyvalents de sa génération. En duo avec Eddie Gormé, il avait conquis les scènes du monde entier, mêlant humour, élégance et un sens inné du spectacle. En France, beaucoup se souvenaient de ses participations à des shows internationaux, ainsi que de ses rôles dans les comédies musicales et les films où il apparaissait avec un charisme discret mais irrésistible. Sa voix chaude et expressive avait marqué les amateurs de musique, tandis que ses talents d'acteur lui avaient permis de briller dans des productions télévisées et cinématographiques très appréciées du public. Son existence avait été façonnée par une enfance simple à Brooklyn, où il avait découvert très jeune l'amour du chant. Soutenu par ses parents, il avait rapidement compris que la scène serait son refuge et son avenir. Sa carrière avait décollé dès l'adolescence, portée par une discipline exemplaire et un travail acharné. Les succès s'étaient enchaînés, mais sa vie avait aussi été marquée par des épreuves, notamment la longue maladie de son épouse,
dont il avait accompagné chaque étape avec une fidélité rare. Cette période difficile avait renforcé sa profondeur émotionnelle et influencé sa manière d'interpréter ses chansons. Les premiers signes de la maladie étaient apparus doucement, sous la forme de perte de mémoire légère, puis de difficultés croissantes à gérer les activités quotidiennes. Ses proches avaient décrit un homme autrefois plein d'énergie qui devenait plus discret, parfois désorienté, cherchant ses mots ou oubliant certains visages. Au fil des années, il s'était éloigné de la scène et de la vie publique, entouré d'une attention constante et d'un environnement familial apaisant. Cette lente transformation avait ému ceux qui l'avaient connu pour son humour, sa douceur et sa présence lumineuse. Lorsque son départ fut annoncé, les hommages affluèrent des milieux artistiques américains et européens. Les critiques saluèrent un artiste dont la carrière s'étendait sur plusieurs décennies et qui avait su incarner une forme de classe intemporelle. En France, les spectateurs rappelèrent les moments de joie et de légèreté qu'il avait apportés à travers ses performances. Son héritage demeure vivant, porté par des chansons qui résonnent encore et par une élégance artistique qui continue d'inspirer. Numéro 12, Charles Callis. C'est arrivé le 28 décembre 2020, dans la discrétion de son foyer à Baltimore, lorsque les communiqués ont annoncé que l'acteur s'était éteint après plusieurs années durant lesquelles il vivait avec une maladie d'Alzheimer. La nouvelle est parvenue rapidement en France, où les amateurs de séries saluaient depuis longtemps son visage familier aperçu dans des productions devenues cultes. Il s'était illustré particulièrement dans la série The Wire, œuvre majeure souvent citée parmi les meilleures créations télévisuelles de tous les temps et largement suivie en France. Son interprétation du personnage Horseface, un ouvrier du port honnête, bourru et profondément humain, avait touché de nombreux spectateurs. Il était également apparu dans Treme et dans Les Sopranos, consolidant son statut d'acteur de caractère capable de donner une authenticité rare aux figures ordinaires qu'il incarnait. Sa présence à l'écran, discrète mais solide, rappelait le jeu des acteurs issus du théâtre, tout en ancrant chaque scène dans une vérité sociale forte. Son existence avait été marquée par des débuts modestes, loin des projecteurs. Fils d'une famille ouvrière, il avait multiplié les petits emplois avant de découvrir le théâtre, qui lui avait ouvert la voie d'une vocation tardive. Sa formation avait été irrégulière, rythmée par l'envie de progresser et par la nécessité de subvenir à ses besoins. Cette trajectoire avait forgé un acteur profondément ancré dans la réalité, doté d'une empathie sincère pour les personnages qu'il jouait. Ses rôles dans les séries dramatiques reflétaient souvent ce mélange de dureté, de résilience et de sensibilité. Les premiers signes de la maladie étaient apparus plusieurs années avant son décès. Les proches avaient observé des troubles de mémoire inhabituels, des hésitations dans les conversations et une fatigue croissante lors des déplacements. Sa famille s'était mobilisée pour lui offrir un cadre apaisant, loin du rythme exigeant des tournages. L'homme qui avait souvent incarné des travailleurs confrontés aux difficultés du quotidien vivait désormais lui-même avec une fragilité qui restreignait progressivement ses activités. Le retrait définitif avait été décidé pour préserver sa dignité et lui permettre de rester entouré d'affection. Lorsque son départ fut annoncé, les hommages fusèrent parmi les acteurs, les réalisateurs et les spectateurs. Les cinéphiles français rappelèrent combien son rôle dans The Wire avait marqué les esprits, contribuant à la puissance émotionnelle de la série. Les critiques soulignèrent son authenticité, sa capacité à incarner des personnages profondément humains et son apport discret mais essentiel à des œuvres qui ont profondément influencé la télévision moderne. Son héritage demeure celui d'un acteur sincère, ancré dans la vie réelle et respecté pour la vérité qu'il apportait à chaque interprétation. Numéro 13, Andrea Faye Friedman. C'est arrivé le 19 décembre 2023, en milieu de journée dans un centre médical de Santa Monica, lorsque les médias américains ont annoncé que l'actrice s'était éteinte à la suite de complications liées à une maladie d'Alzheimer. La nouvelle a ému bien au-delà des États-Unis, et en France, ceux qui suivaient de près les séries américaines ont salué le parcours singulier d'une artiste dont la présence incarnait une avancée importante pour la représentation des personnes porteuses de trisomie 21. Elle s'était fait connaître grâce à ses rôles dans Life Goes On, une série pionnière où elle incarnait une jeune femme vive, drôle et pleine de ressources. Les spectateurs français l'avaient ensuite retrouvée dans Alerte à Malibu, Urgence et des épisodes spéciaux de Family Guy, où elle prêtait sa voix avec une spontanéité remarquable. Son jeu naturel, sa sensibilité et son humour avaient conquis un public large. Elle représentait une forme de rupture dans l'industrie audiovisuelle, prouvant qu'une actrice porteuse de trisomie 21 pouvait tenir des rôles complexes, crédibles et profondément humains. Pour beaucoup, elle demeurait un symbole d'ouverture et de diversité. Son existence avait été marquée par un environnement familial aimant qui l'avait encouragée dès l'enfance à s'exprimer, à jouer et à apprendre sans limite préétablie. Elle avait fréquenté des ateliers artistiques, participé à des pièces de théâtre locales et développé très tôt un goût pour l'interprétation. Son entrée dans le monde professionnel avait nécessité une détermination forte, car elle devait faire face à des préjugés et à des opportunités limitées.
Grâce au soutien de ses parents et à sa propre ténacité, elle avait réussi à franchir les frontières d'un milieu souvent fermé, devenant un exemple inspirant pour de nombreuses familles confrontées au handicap. Les premiers signes de la maladie étaient apparus plus tôt que pour la plupart des adultes, comme c'est fréquent chez les personnes porteuses de trisomie 21, des troubles de mémoire, des difficultés à organiser son quotidien et des moments de confusion avaient commencé à rendre ses activités plus difficiles. Sa famille s'était engagée à l'entourer de douceur, d'attention et de stabilité. Les dernières années avaient été marquées par un retrait progressif de la vie publique, un rythme plus lent et un besoin constant de soutien. Cette période avait profondément touché ceux qui l'avaient connu pour son énergie communicative et sa joie de vivre. Lorsque son décès fut annoncé, les hommages affluèrent de la part d'associations, d'artistes et de spectateurs du monde entier. En France, plusieurs médias rappelèrent son rôle essentiel dans l'évolution du regard porté sur le handicap à l'écran. Les témoignages saluèrent son courage, sa bienveillance et son talent. Son héritage demeure celui d'une pionnière dont la carrière a ouvert des portes, changé des perceptions et laissé une empreinte durable dans la mémoire collective. Numéro 14, Henri Seps. C'est arrivé le 2 octobre 2020, dans la quiétude de son domicile à Sydney, lorsque sa famille a annoncé que l'acteur s'était éteint après plusieurs années durant lesquelles il vivait avec une maladie d'Alzheimer. La nouvelle a touché les admirateurs de théâtre et de télévision, y compris en France, où son nom était associé à des œuvres diffusées à l'international et à une sensibilité artistique profondément humaine. Il s'était imposé comme l'un des comédiens incontournables du théâtre et de la télévision australienne. Le public français, amateur de productions étrangères, l'avait remarqué dans Mother & Son, une série devenue culte qui mettait en valeur son talent pour la comédie délicate et l'émotion subtile. Il avait également brillé dans Vietnam, une mini-série distribuée dans plusieurs pays européens, où il donnait une humanité rare à des personnages complexes. Son jeu reposait sur une présence chaleureuse, une maîtrise de la nuance et une capacité à exprimer la vulnérabilité avec sincérité. Cette authenticité avait renforcé son image d'acteur profondément respecté. Son parcours personnel avait été marqué par une enfance bouleversée. Né en Europe dans un contexte difficile d'après-guerre, il avait été séparé de sa famille très jeune, avant de trouver refuge en Australie. Ce déracinement précoce avait façonné sa personnalité, nourrissant une sensibilité artistique intense. Il avait découvert le théâtre comme un moyen de reconstruire son identité, d'exprimer ce qu'il ne pouvait pas dire autrement. Les années de formation avaient été rudes, mais sa passion l'avait porté sur les scènes les plus prestigieuses. Sa vie privée, marquée par un attachement profond à la famille et à l'enseignement, avait également eu une influence décisive sur sa vision du métier. Les premiers signes de la maladie étaient apparus progressivement, avec des troubles de mémoire qui rendaient certaines répétitions difficiles. Il avait continué à jouer malgré les premiers obstacles, porté par l'amour du public et le désir de transmettre son art. Lorsque les symptômes s'étaient aggravés, il avait choisi de se retirer du théâtre pour privilégier une vie calme, entourée de proches attentifs. Ces derniers mois avaient été marqués par une grande douceur, une intimité respectée et un accompagnement constant, permettant de préserver la dignité d'un homme profondément aimé. Lorsque son départ fut annoncé, les hommages affluèrent de la part des comédiens, des metteurs en scène et des spectateurs. En France, les amateurs de séries et de théâtre saluèrent la disparition d'un artiste dont la carrière avait traversé les frontières. Les critiques rappelèrent son talent généreux, son engagement pour l'art dramatique et l'influence durable qu'il avait laissée dans le cœur du public. Son héritage demeure vivant à travers ses rôles, son enseignement et l'émotion sincère qu'il offrait à chaque apparition. Numéro 15, Simon Scott. C'est arrivé le 11 décembre 1991 dans un établissement médical de Los Angeles, lorsque les journaux américains ont confirmé que l'acteur s'était éteint après plusieurs années durant lesquelles il vivait avec une maladie d'Alzheimer. La nouvelle a mis fin à une longue période de retrait discret, durant laquelle il s'était éloigné des projecteurs. En France, son visage restait associé à de nombreuses séries populaires diffusées à la télévision, où il incarnait souvent des figures d'autorité au caractère ferme. Il s'était illustré dans une multitude de rôles à la télévision américaine, laissant une empreinte durable grâce à sa présence solide et sa voix caractéristique. Le public français l'avait découvert dans les rues de San Francisco, Dragney, Bonanza et surtout dans Trapper John, où il incarnait un directeur d'hôpital rigoureux et respecté. Sa capacité à jouer des personnages sérieux, marqués par la responsabilité et l'intégrité, avait su toucher un large public. Il représentait ce type d'acteur dont la simple présence donnait du relief à une scène, apportant une crédibilité immédiate à chaque rôle qu'il interprétait. Son parcours personnel avait été façonné par une enfance en Californie, où il avait grandi dans une atmosphère simple et modeste. Avant de devenir acteur, il avait effectué son service militaire durant la période de guerre, une expérience qui avait renforcé sa discipline et son sens du devoir. Ce vécu avait nourri son jeu, donnant une dimension authentique aux nombreux officiers,
médecin et dirigeant qu'il incarnait à l'écran. Sa trajectoire professionnelle avait été jalonnée d'efforts constants, d'auditions exigeantes et de premiers rôles souvent brefs avant de trouver une stabilité à la télévision. Les signes de la maladie s'étaient manifestés progressivement, entraînant des difficultés de mémoire, une perte d'autonomie et un besoin croissant de soutien au quotidien. Ses proches avaient choisi de l'accompagner avec tendresse, préservant son intimité et lui offrant un environnement calme. L'homme qui avait longtemps incarné des figures fortes vivait alors dans un univers réduit, marqué par des repères fragiles. Son retrait du monde artistique avait été discret, annoncé seulement par quelques rares déclarations, avant qu'il ne se consacre entièrement à sa santé. Lorsque son décès fut annoncé, les hommages se sont multipliés parmi les professionnels du cinéma et de la télévision. Les critiques et les anciens collaborateurs saluèrent un acteur dévoué, capable de transformer un rôle secondaire en présence marquante. Le public français se souvint de lui comme d'un visage familier, associé à l'âge d'or des séries américaines. Son héritage demeure celui d'un artiste humble et rigoureux, dont la sincérité continue de résonner à travers ses nombreuses apparitions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner, prenez soin de vous et à très bientôt.